Bonsoir à tous et bienvenue dans votre toute nouvelle émission environnementale Mère Nature sur Alafia TV. Le thème de ce premier numéro est l'éducation environnementale au Mali. Pour l'occasion, nous avons fait appel à un spécialiste dans le domaine de l'environnement pour nous édifier sur le sujet. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Notre invité est M. Alassane Touré, dit Sandy. Il est ingénieur des eaux et forêts. Il est également expert en changement climatique. Bonsoir, M. Touré. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. M. Touré, compte tenu du fait que l'année 2024 a été assez mouvementée, car nous avons vécu des inondations un peu partout à travers le pays, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est que l'éducation environnementale? Merci. Et tout d'abord, je vais commencer par faire, comme on le dit, un coucou aux téléspectatrices, aux téléspectateurs de TV Alafia, ainsi que les amis de l'environnement, et enfin le monde scolaire, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et avec votre permission, je vais situer le débat dans son contexte normal. Et quand on parle d'environnement, il faut comprendre par environnement, c'est une enveloppe qui couvre l'ensemble des êtres vivants, subsistant en équilibre sur le milieu, du plus gros arbre à la plus petite bactérie du sol, du minuscule protozoaire au plus grand gibier. C'est-à-dire que l'environnement couvre l'ensemble des êtres vivants. Et en termes vraiment de génétique ou de biologie ou de microbiologie, il s'agit de l'ensemble du règne animal et du règne végétal. Maintenant, par rapport à l'éducation environnementale, il faut comprendre que l'éducation environnementale est un programme de formation et d'information environnementale pour la protection de l'environnement depuis le primaire, afin que l'amour de l'environnement et de l'assainissement soient des habitudes de tous les jours des enfants à travers le programme PFIE. Le programme PFIE, c'est le programme de formation et d'information environnementale. À côté de ce programme, sinon en marge de ce programme au Mali, nous avons le programme généralisé de l'environnement au Mali. Ce programme, on l'appelle le PAGEM, qui a comme outil efficace pour l'accélération du développement durable de l'environnement, basé sur certaines techniques d'information, d'éducation et de communication, les IEC. Et également sur ce qu'on appelle le changement de comportement à travers la communication, les CCC. L'objectif de ce programme est la sensibilisation et la formation des élèves du primaire en matière d'éducation environnementale et dans le domaine de l'assainissement. Donc en un mot, voilà comment il faut comprendre, il faut entendre l'éducation environnementale. D'accord. M. Touré, pourquoi ce programme est vraiment important, nécessaire dans le contexte actuel du Mali? En fait, ce programme d'éducation environnementale remonte depuis les années 1990 à travers un ensemble qu'on appelle le SILS, qui couvre, si je ne m'abuse, 12 États. Et c'est une volonté politique de l'ensemble des chefs d'État du SILS. Et donc c'est un programme vraiment de la sous-région. Et pourquoi ce programme il est important dans le domaine de l'environnement? Parce que les enfants du primaire constituent le pneumatique pour pouvoir conscientiser vraiment les parents, pour pouvoir apporter un message par rapport aux défis environnementaux. Et mieux, dès que l'enfant a l'amour de l'environnement depuis le bas âge,
c'est dire que ces aptitudes à l'adulte ne vont vraiment pas faire défaut. Donc c'est la raison pour laquelle, à partir vraiment du primaire, à partir des enfants, les chefs d'État ont compris que c'est un véritable créneau pour apporter vraiment le changement de comportement au niveau des adultes, au niveau des parents. Monsieur Touré, concrètement, quel est l'état actuel de ce programme? Bon, aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que l'état actuel de ce programme, ce n'est pas reluisant. Au regard de certains faits, à titre d'exemple, tu l'as dit au début d'ailleurs de l'émission, cette année on a vécu les inondations. C'est une des conséquences des effets néfastes des changements climatiques. Donc en dehors de ça, il faut comprendre que nous avons quand même certains programmes qui permettent au moins d'avoir de l'espoir. Bien que ce programme n'est pas reluisant, mais quand même il y a des efforts qui ont été faits. Et à ma connaissance, il y a la Fondation Bali qui, de concert avec le ministère de l'Éducation, a un programme dénommé le projet Un élève, un arbre sur toute l'étendue du territoire du Mali, de Kaï à Kidal. Avec le ministère de l'Éducation, l'effectif de Kaï à Kidal est à peu près 3 981 000 élèves. Donc avec ce programme, nous nous sommes dit que si chaque année, c'est un programme quinquennal, si chaque année, chaque élève arrive à planter un arbre, nous aurons au moins 3 millions d'arbres plantés par an. Sur les 5 ans, on aura au moins 15 millions d'arbres qui seront plantés. Mais il ne s'agit pas seulement de planter, il s'agit de protéger, il s'agit d'entretenir, pour que au moins cette plantation ait vraiment son impact. Et également, il y a ce qu'on peut appeler le concours de l'école la plus verte et le concours de l'école la plus propre. En voilà des initiatives qui peuvent vous concourir et à assainir vraiment l'environnement et rendre l'environnement beaucoup plus propice. Il y a un fait très important qu'il faut signaler. Dans la constitution de notre pays, la constitution qui a été promulguée en juillet 2023, il est dit à son article 25 que la protection de l'environnement et la promotion de la qualité est un devoir pour tout citoyen et pour l'État. C'est dire déjà que force reste à la loi. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Et si les plus hautes autorités ont inscrit dans la Constitution du Mali ce paragraphe, c'est donner toute l'importance vraiment en matière d'environnement. Monsieur Touré, parlant de protection de l'environnement, nous avons fait un micro-trottoir à travers la ville de Bamako afin de savoir si toutefois le Malien enseigne l'éducation environnementale. Suivons ce reportage, ce micro-trottoir ensemble. À mon avis, le Malien ne s'intéresse pas du tout à l'environnement. À d'abord regarder les rues, on sent que vraiment il n'y a pas vraiment une éducation environnementale parce que les rues sont tellement dégradées, bon, surtout dans les familles. Les eaux usées, il y en a beaucoup. Les femmes, après la lessive, après les vaisselles, elles sortent avec l'eau, elles viennent les déverser directement dans les rues. Ça, c'est le premier impact. Bon, le deuxième impact, c'est aussi, je vois qu'il n'y a pas assez de caniveaux dans les rues, même s'il y en a, c'est-à-dire ce n'est pas bien entretenu. Même si on instaure l'éducation environnementale dans les familles, dans les rues, si ce n'est pas accompagné de sanctions, bon, je dirais que ça n'aura pas assez d'impact. Donc il faut que ça soit accompagné de sanctions. Mais manana fo ali yoro la wa fi yoro do rebe wa fa be fo ka na na sunege
sinon a bɛ wari sara mais i b'a f'u ye ka dɛsɛ o bɛɛ la mɔgɔ dɔw b'a kɛ n'u minɛla ni dɔw ye wari sara dɔrɔn a bɛna dabila mais kare kɔnɔna ninnu na ji bɛ bɔ u seko tɛ n'i ko ko ji tɛ bɔ u b'a fɔ ko non ko aw ta tɛ kare sɔrɔ an bɛɛ de jɛ ye kare an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen tɛ se ka ko dilan bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ko dilan ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kare nettoyer ka jamana yɛrɛ nettoyer a ka ca Ala fɛ a bɛ nɔgɔya dɔɔnin quoi. Awɔ kilasi kɔnɔ an bɛ kalaw la sigida ka ɲi ka tɔbɔtɔ yɔrɔw ka ɲi ka lasanuya ɲɛmɔgɔw man kan tɛ ka ɲaman bɔ yɔrɔw la parce que ne ye ɲaman bɔ yɔrɔ la kare kɔnɔnaw kɔnɔ a bɛ soso cɛ a bɛ banakisɛ cɛ bana dun mana kɛ mɔgɔ la a laban bɛna kɛ saya o dun fɛnɛ man ɲi. Ko yɔrɔ ɲa dɔ b'a cɛ i b'a fɔ dɔ ma ko i kana na ɲaman fili yɔrɔ la donc a man ɲi i b'a fili a dɔw yɛrɛ bɛ jaabi ni kumakan jugu ye wa u b'a fɔ ko e de ta ye nin kare ɲa aw de bɛ kare fɛngɛ wa mais donc u bɛ jaabi ni kumakan jugu ye dɔw filɛ dɔw b'a respecter ni ɲaman m'u bolo n'u bɛ tɛmɛ kare kɔnɔ u tɛ ɲaman bila kare kɔnɔna na u bɛ tɛmɛ n'i y'o ɲaman minɛ dum da la u b'u ka ɲaman bila yen ka tɛmɛ mais bɛɛ de tɛ se k'o matarafa quoi i ma ye. Kare kɔnɔlaw yɛrɛ la dɔrɔn i ka sigidaw kɛcogo la dɔrɔn taa kɔdaw fɛ dɔrɔn hali ni dɔ tɛmɛla san n'a bɛ ka mana fili n'i ko k'a ka ta i donna gasi la parce que i yɛrɛ ka dalala nɔgɔlen don an si de jɛlen tɛ yan faama minnu yɛrɛ bɛ sigida la olu bɛ so jɔ ole k'olu ka kare kɔnɔna labɛn olu t'o kɛ dɛ olu b'u ka dalala labɛn togo di e ka kare kɔnɔna bɛ se ka bonya n'a siman terilen tɛ maliyɛn yɛrɛ de taa n'a fɛn nɔgɔ ye. Sigida mun na ni bɛn bɛ yen i b'a ye mɔgɔw olu caman bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn wele k'a kɛ sigida lakanani kan ka d'a kan olu b'a dɔn ni sigida nɔgɔlen don u bɛɛ ka degun b'a la a bɛ se ka u bɛɛ bana komi a bɛ se ka denw fana bana bon ni bɛn tɛ yɔrɔ min na i b'a ye bɛɛ b'a kɛ jima foutisme ye ni karisa ye min kɛ o ka ɲi ni karisa ye min kɛ o ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ la n'an fara ɲɔgɔn kan ka sigida ka sanuya ɲɔgɔn fɛ a bɛ dɔ bɔ fɛn caman na ka fɛn fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ o ye bana ye a b'an kisi ka bɔ bana caman ma suma m'an fɛ yen a jubaju nɔgɔ de don nɔgɔ tɛ yɔrɔ yɔrɔ suma tɛ a suma ka dɔgɔ yanni an ka yiriw nɔgɔlen don an bɛ sow de jɔ des millions ka ɲina dalala dilanni kɔ ka ɲina kare kɔnɔna kɔ o de bɛ soso caman fɛ a b'an bana a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye. Voilà, de retour sur le plateau. Monsieur Touré, après avoir suivi ces micro-trottoirs, pensez-vous que les jeunes Maliens sont vraiment avisés concernant les défis liés au changement climatique, à la protection de l'environnement? Bon, effectivement, après ce micro-trottoir, c'est une forme de sensibilisation. Parce que c'est l'état des lieux qui a été décrit ainsi. Ils ont parlé d'insalubrité, ils ont parlé de dégradation de l'environnement, ils ont parlé de non-respect des textes réglementaires législatifs. En un mot, c'est une déperdition et un laisser-aller. Et j'avais dit plus haut qu'en l'article 25, la Constitution fait de la protection de l'environnement et de la qualité et la promotion de la qualité de l'environnement un devoir pour tous les citoyens et pour l'État. Donc, ce que ceci vient de dire. Et effectivement, une des élèves quand même a eu à attester et à affirmer que l'éducation environnementale, ils ont eu vraiment à bénéficier de ça au niveau scolaire. Oui, la sensibilisation aux enjeux environnementaux est continuelle. Ce n'est pas seulement temporel. C'est vraiment une éducation de tous les jours. Et cela se passe à travers la télévision, à travers les sketchs, à travers les radios, et à travers les conférences et les débats, afin qu'on puisse toucher le maximum vraiment de la population pour éveiller leur conscience par rapport aux défis environnementaux. Parce que l'environnement, il faut le dire, il est transversal. Il touche tous les secteurs de la vie. D'accord, M. Touré. Le Mali fait face à des défis environnementaux importants. Vous venez tout de suite de le souligner. Comment l'éducation environnementale peut-elle aider les communautés rurales, plus précisément, à s'adapter et à gérer ces défis ambulant? Bon, en fait, l'État, on est tous vraiment éléments de l'État. Et ces différents éléments constitutifs,
c'est bien les collectivités, c'est bien le privé et l'État. Il faut que l'ensemble de ces acteurs concourent, fédèrent vraiment les synergies pour pouvoir rendre l'environnement respectueux. Parce que les problèmes environnementaux sont des problèmes de santé publique. Les problèmes environnementaux sont des problèmes de communication. Parce que si on voit le fleuve Niger, avec l'ensablement, la navigation est pratiquement impossible. Si on voit tout de suite les inondations dont le pays a été victime cette année, des villes, des villages ont été déplacés, il y a eu des sinistres, des habitations ont été détruites et il y a eu même des cas de perte de vie. C'est dire que les problèmes environnementaux est un problème de chacun et de tous. Donc l'éducation environnementale est une voie, une des voies quand même, pour que dès au bas âge, l'enfant puisse avoir l'amour de l'environnement, avoir des notions de protection de l'environnement, de promotion de l'environnement. Et aussi, et dans le reportage, d'aucuns ont même dit, quand les gens ils boivent l'eau, ils lancent les sachets dans les rues. Les caniveaux servent de déversoir vraiment de détritus et j'en passe. Et c'est pour dire que personne de nous ne va faire le pays en un mot, ou assainir notre environnement à notre place. Si chacun balaie devant sa porte, nettoie devant sa porte, moi je pense que ce serait vraiment une situation généralisée. Donc il faut que chacun s'y mette. Tonton, quand vous parlez tout de suite, vous avez eu à citer quelques-uns des programmes qui vraiment incitent les élèves déjà depuis à bas âge de comprendre la nécessité de protéger l'environnement en plantant des arbres et tout ce qui va avec. Maintenant, moi, j'aimerais savoir quelles sont les ressources locales qui pourraient être utilisées pour enseigner l'éducation environnementale au Mali et comment les rendre accessibles aux zones les plus reculées. Bon, les ressources locales, l'une des ressources locales sur laquelle il faut s'appesantir, c'est le capital humain. Et en dehors de ce capital humain, il y a les enseignants. Et là, il faut la formation. Il y a les agents des eaux et forêts dont leur mission régalienne est la protection et la promotion de l'environnement. Il y a les établissements scolaires qui constituent un des maillons de la communication, de la vulgarisation, de la sensibilisation pour le changement de comportement. Et aussi, nous avons les collectivités. Parce que les collectivités constituent le chapeau vraiment des citoyens. Et ils ont ce devoir et ce droit de sensibiliser et d'éduquer leur population afin qu'ils puissent prendre conscience et respecter vraiment l'environnement. Et je pense que, comme j'avais dit au début de l'émission, si sur l'ensemble du territoire, on instituait le village le plus vert, le village le plus propre, la commune la plus verte, la commune la plus propre, le cercle le plus vert, le cercle le plus propre, et la région la plus verte, la région la plus propre. Et vous voyez, c'est pratiquement à différents échelons. Et au finish, du village vraiment à la nation, on se rend compte vraiment que c'est propre. Il y a certains pays, et il ne faut pas avoir le complexe, il faut le dire. Si vous visitez Kigali aujourd'hui, vous allez vous dire que vous n'êtes pas en Afrique en termes de propriété. Et avec votre permission, moi je viens de quitter Cotonou, j'ai quitté Lomé, j'ai quitté Accra. Mais tu as plaisir vraiment à visiter ces capitales. Bamako, on a beaucoup d'efforts à faire. Et aujourd'hui au Mali, il faut le dire, nous avons mis en exergue les bosquets villageois. Il y a eu beaucoup de bosquets villageois. Et je me permets de le dire, dans le district de Bamako, tous les bosquets ont changé de vocation.
Donc, quelque part, chacun et tous a la responsabilité. Ceux qui doivent gérer le foncier, ils sont les premiers responsables. Ceux qui doivent gérer vraiment les plantations sont également responsables. Donc, comment se fait-il que des bosquets destinés vraiment à embellir la ville, destinés à épurer vraiment l'environnement, parce que le premier rôle de l'arbre, c'est la production. L'arbre dégage l'oxygène qui est indispensable pour toutes sortes de formes de vie, et en retour, il capte le gaz carbonique qui est nuisible aussi à toute forme de vie. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces plantations n'existent plus. On remplace vraiment ces bosquets-là pour d'autres fins. Donc, il faut qu'on continue à sensibiliser. Comme j'ai dit, c'est continuel, et à prendre conscience, et que nous puissions quand même changer de comportement pour pouvoir léguer aux générations futures un environnement vraiment sain, où il fait vraiment bon de vivre. D'accord. Monsieur Touré, au-delà de l'éducation environnementale des élèves à bas âge, est-ce qu'il y a des problèmes, des programmes, des initiatives pour des jeunes et des adultes que l'État malien met en place pour plus de sensibilisation à grande échelle? Ah oui, il y a quand même, il faut reconnaître, un programme. D'abord, il y a la politique nationale de la protection de l'environnement. Et nous avons des ONG qui opèrent dans le cadre de l'environnement. Nous avons des partenaires techniques qui opèrent dans le cadre de l'environnement. Nous avons des projets et programmes au sein du ministère de l'Éducation, dans le cadre vraiment de l'environnement. Maintenant, c'est la faisabilité et la mise en œuvre de ces projets et programmes. Et le partenariat et la collaboration avec soit les collectivités, soit les privés, qui doit être vraiment revu, actualisé, revisité. Sinon, les ressources humaines sont là, il faut la formation, les acteurs sont là. Il faut créer certainement un cadre vraiment, ce qu'on appelle un cadre de concertation, afin que l'ensemble des acteurs concernés par le problème de l'environnement puissent, même si ce n'est pas mensuel, peut-être trimestriel ou semestriel et annuel, se rencontrer pour discuter des problèmes d'environnement. Et l'État, à travers la Direction générale des eaux et forêts et la Direction nationale de l'assainissement et des pollutions contre les nuisances, ils sont les premiers dépositaires et les comptables de toute action en matière d'environnement et en matière d'assainissement. Ils doivent s'assumer. Ils doivent plus s'assumer. Même s'ils s'assument, ils doivent plus s'assumer. Donc, c'est pour dire que l'État a pris beaucoup d'initiatives. Peut-être que ces initiatives souffrent d'application. Mais il y a quand même des initiatives qui ont été prises par l'État. Vous venez tout de suite de parler de concertation. Maintenant, pour aller au-delà, quelle collaboration ou partenariat entre le gouvernement, les ONG et d'autres institutions internationales sont nécessaires pour renforcer davantage l'éducation environnementale au Mali, pour aller au-delà de ce qui a déjà été fait? Pour aller au-delà de ce qui a été fait, il faut d'abord faire l'état des lieux. Il y a eu deux programmes que j'ai cités au départ, le PFIE et le PAGEM. Faisons l'état des lieux pour savoir d'où nous avons quitté et où nous sommes aujourd'hui. Et à partir de l'état des lieux, et comme j'avais cité, il y a les différents acteurs et que tout de suite, ils voient ensemble comment il faut faire. Et j'ai dit plus haut, les instruments juridiques législatifs sont déjà sur place. Et chaque acteur dégage une stratégie pour la mise en œuvre de la politique nationale de l'environnement, dont l'État est vraiment comptable. Maintenant, quitte maintenant à l'État et à ses acteurs de créer vraiment ce cadre de concertation et voir, parce que ce n'est pas seulement là, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Vous voyez, certainement, si on fait, comme j'ai dit, l'état des lieux, quand on fait l'état des lieux, c'est sur beaucoup d'éléments.
l'état des lieux des ressources humaines, la qualité des ressources humaines, l'état des lieux des fonds qui sont alloués vraiment à l'environnement et l'état des lieux des moyens matériels. Parce que quand tu fais un programme, tu te fixes des objectifs. Et quand tu te fixes des objectifs, tu te fixes vraiment des activités qui concourent à atteindre vraiment des objectifs. À travers quoi? Des résultats. Et tu mets en place ce qu'on appelle des IOV, des indicateurs objectivement vérifiables. Et tout cela ne peut être mis en œuvre qu'à travers les ressources financières, les ressources humaines, les ressources matérielles. Et tu fais un chronogramme pour savoir si le programme est quinquennal, l'an 1, qu'est-ce qu'on a pu faire sur, admettons, comme j'ai dit, ce programme un arbre, on veut planter 15 millions d'arbres en 5 ans. Et l'an 1, on doit planter 3 millions d'arbres. Mais est-ce qu'on a pu planter ces 3 millions d'arbres? Avec quels moyens humains? Avec quels moyens matériels? Avec quels moyens financiers? Et pendant les 5 ans, on doit être en mesure de savoir est-ce que les 15 millions d'arbres qu'on devrait planter avec les ressources vraiment adéquates, est-ce qu'on a pu atteindre vraiment ce résultat? Et pourquoi on ne l'a pas atteint? Et maintenant, une fois qu'on fait vraiment cette évaluation, ça m'amène à vous dire qu'il faut dans tous ces programmes-là un suivi, évaluation. On voit pourquoi on n'a pas atteint et pourquoi même on a dépassé. Il ne s'agit pas d'élaborer un programme, hein, mais il s'agit de l'appliquer. Exactement. Déjà, M. Touré, nous aimerions savoir quel rôle l'éducation environnementale devrait-elle jouer dans les écoles maliennes? Est-ce qu'on doit se limiter à des programmes déjà existants, se limiter aux cours que nous donnons lors des ECM? Qu'est-ce que l'éducation environnementale devrait vraiment jouer concrètement dans les écoles pour que les élèves de bas âge vraiment apprennent ce civisme-là, à savoir que l'environnement, elle est vraiment à protéger. On ne doit pas se permettre de jeter des sachets plastiques partout. Bon, vous savez, l'éducation environnementale, si on remonte un peu, on va en arrière, pour les anciens, il y a ce qu'on appelle la ruralisation. Et mieux, nous tous, on a eu affaire à des jardins potagers à l'école. Tout ça, c'est une forme d'éducation environnementale, de donner l'amour vraiment de l'environnement à l'enfant. Et au niveau des instituts de formation des maîtres pédagogiques, qu'on appelle avant IPEC, et à l'instar, un petit exemple, à Nyono. Mais les gens ont fait tout. On fait de l'agriculture, on fait de l'élevage, on fait de la pisciculture, on fait du maraîchage. Donc déjà, l'éducation environnementale permet même d'avoir une certaine professionnalisation depuis le départ. Celui qui, à partir de l'éducation environnementale, qui a l'amour de faire un verger, être un exploitant agricole, mais tout de suite. Et mieux, à partir de cette éducation environnementale, déjà, un choix est là. Tu as l'amour vraiment de l'environnement, à partir du primaire, le secondaire et le supérieur, tu vas soit vraiment à l'IPR, tu sors comme technicien de l'agriculture et du génie rural, technicien des eaux et forêts, technicien de l'élevage. Sinon, si tu vas même au lycée, après les bacs, tu vas aussi vraiment à l'IPR, tu sors comme ingénieur des eaux et forêts, ingénieur de l'élevage, ingénieur des zootechniciens, ingénieur du génie rural. Donc, tout ça, c'est à partir vraiment de l'éducation environnementale. Ça crée l'amour. Et ça te permet, aujourd'hui, il faut le dire, on va vers l'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat jeune, les jeunes exploitants agricoles. Tu peux faire ta ferme agricole à partir vraiment de ça. Tu peux faire ta ferme piscicole, tu peux faire ta ferme pastorale. Donc, l'éducation environnementale, moi, je dirais que c'est la base vraiment d'un élan, d'un essor professionnel également. D'accord. Monsieur Touré, maintenant, quels sont les défis pour l'éducation environnementale ici? Quels sont les défis auxquels le Mali est confronté pour pouvoir vraiment relever ce défi-là? Bon, le Mali est confronté à de nombreux défis, il faut le dire. Ce n'est pas seulement le Mali, hein.
d'une manière générale, le monde entier est confronté à des défis environnementaux. Et j'avais dit au cours de l'entretien, vous voyez, il y a eu beaucoup de programmes au Mali. Je vous cite quelques programmes. Le programme de lutte contre l'ensablement dans les régions du Nord. PSLE, le programme de lutte contre l'ensablement dans les régions du Nord. Et aussi la protection du fleuve Niger. Vous savez que le fleuve Niger est le poumon, parce que le fleuve traverse tout le territoire du Mali, à part Kidal et une partie de Sikasso. Kay est traversé par le fleuve Niger, Ségou par le fleuve Niger, Mouti par le fleuve Niger, Gao par le fleuve Niger, Tombouctou par le fleuve Niger. Donc même dans ces zones de Sikasso, il y a ce qu'on appelle des cours d'eau et des affluents. Il y a le Baoulé, il y a le Bafing, il y a le Baouyé. Et plein de cours d'eau qui tous convergent pour former vraiment le véritable lit du fleuve Niger. Bon, donc avec les défis environnementaux, comme j'ai dit, il y a la lame d'eau qui est rétrécie. C'est ce qui fait que tout le temps, les bateaux n'arrivent vraiment pas à faire la navigation normale. Parce qu'ils butent vraiment à des dunes de sable. Il y a les champs. Tant qu'il n'y a pas l'agriculture, les gens ne peuvent pas manger à leur faim. Donc il y a un problème tout de suite de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc les champs, les périmètres sont couverts de sable. Et les chéneaux sont obstrués. Donc l'eau n'arrive pas à atteindre vraiment au niveau des périmètres. Et je parlais également, j'ai dit, même les habitations sont englouties par l'ensablement. Et quand il y a vraiment la désertification et l'ensablement, il n'y a pas de pâturage. Et un souvenir lointain, nous avons vécu la sécheresse de 1972. Et quand il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de pluie, il faut le dire. Parce que regardez, les régions de Sikasso où les boisements sont plus intenses que le nord, il pleut plus, il y a plus de la pluviométrie, il pleut plus à Sikasso vraiment qu'à Gao qu'à Kidal. Cela est dû seulement aux formations végétales. Donc les défis sont énormes. Et j'ai dit encore que les problèmes environnementaux constituent des problèmes de santé publique. Dans le reportage, quelqu'un l'a dit, il y a les moustiques à Bamako, il y a le paludisme. C'est parce qu'il y a la stagnation vraiment des eaux usées. Et les caniveaux sont bouchés. Et mieux, il y a même pire. Parce que nous avons, il faut avoir le courage de le dire, les eaux industrielles qui sont déversées d'une manière ou d'une autre vraiment dans le fleuve Niger. Et heureusement qu'au niveau des stations de pompage, il y a au moins le traitement des eaux. Sinon, ça, on va dire au revoir à la maladie. Donc les défis sont énormes. Et l'environnement, il est transversal. C'est tous les secteurs, il n'épargne aucun secteur de la vie. Parce que les gens pensent que l'environnement, c'est uniquement les animaux ou uniquement les végétaux. Non. Nous, êtres humains, on fait partie des êtres vivants. Tout à fait. Parce que les gens ne font pas la différence entre les êtres vivants et les êtres humains. Exactement. Donc, les défis sont vraiment énormes. Mais, comme on le dit, avec l'espoir que cette émission soit aussi, quitte les quatre murs de la TV Alafia, aller au-delà même des téléspectateurs et des téléspectatrices, qui soient aussi nos ambassadeurs pour conscientiser, sensibiliser les populations au respect vraiment de l'environnement. Monsieur Touré, après avoir cité quelques programmes qui visent vraiment à sensibiliser les élèves maliens dès à bas âge, que pensez-vous de ces programmes-là? Là où nous sommes, ces programmes sont vraiment suffisants? Bon, moi je dirais que ces programmes ne sont pas suffisants. Au regard de mon expertise, j'ai eu, avec humilité, à visiter certains pays scandinaves. Et l'environnement est enseigné d'une manière, j'allais dire, religieuse au niveau des écoles.
aucun élève ne jette des papiers ou des ordures dans la rue ou bien dans la classe. Et ici, c'est le Mali qui nous concerne. Bien que nous suivons des cours à l'école, nos enfants suivent des cours à l'école, mais la conscience n'est pas encore éveillée. Moi, je pense que l'État doit revisiter les programmes d'éducation environnementale. Certes, au primaire, ça a son effet, mais qu'on dépasse le primaire. Faire en sorte qu'au niveau des différents maillons de la chaîne environnementale, qu'on puisse mettre des mécanismes de conscientisation et de sensibilisation. Et afin que les gens, c'est pas qu'ils n'ont pas l'amour, hein, mais qu'ils manifestent quand même cet amour-là, à travers des actes concrets. Et je vous dis, à titre d'exemple, les maires ont le devoir, la latitude et le plein pouvoir de prendre vraiment des arrêtés municipaux, des décrets, des arrêtés municipaux et des textes vraiment au niveau de la municipalité pour interdire le jet ou l'obstruction des caniveaux ou versés. Dans le temps, le service d'hygiène qui existait, il passe de porte à porte, même dans les cours, pour visiter si les parents n'ont pas versé des eaux usées au niveau vraiment de la devanture, au niveau de la cour. Nous avons évolué. Mais nous devons évoluer positivement. Et malheureusement, nos parents, tous les matins, c'est propre la cour, on balaye. Tu n'as même pas besoin de chercher une natte ou un tabouret pour t'asseoir, tellement que la cour est propre. Aujourd'hui, je pense que les parents ont un grand rôle à jouer, les parents aussi. Mais M. Touré, pourquoi le fait qu'auparavant, il y avait le service d'hygiène qui passait de porte en porte? Maintenant, nous, on ne connaît pas ça. Les choses ont changé. Pourquoi? C'est la mondialisation ou bien... Bon, il y a la mondialisation, mais je pense que nous devrons rester ce que nous sommes. On ne doit pas calquer les autres. Les singeries n'apportent pas loin. C'est que certains, avant, il y a les règles sociétales de la société qui sont respectées. Quand le père de famille dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Quand la mère de famille dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, la pyramide est renversée. C'est vrai. Donc, quelque part, j'ai dit, les parents sont responsables aussi. Nous sommes vraiment responsables. Et il faut que ça change. Si ça ne change pas, nous allons en pâtir. Vraiment, nous allons en pâtir. Monsieur Touré, quel message avez-vous à passer à la population malienne de façon générale concernant l'éducation environnementale, à l'État de façon un peu plus particulière? Bon, moi, je pense quand même que, au regard de mon expertise et aussi de mon évolution dans ma carrière, l'État doit s'assumer de plus. Et dans le reportage, quelqu'un l'a dit, qui aime bien châtie bien. On ne peut pas prendre des textes. On ne peut pas ratifier des accords de traités et des conventions et ne pas les respecter. Le service des eaux et forêts et le service de l'assainissement, et dans les textes, si je ne m'abuse, ont deux volets consécutifs. Il y a la sensibilisation, il y a les pénalités, il y a l'emprisonnement. Donc, je pense qu'il faut que force reste à la loi. Si les agents appliquent les tests, parce qu'on dit celui qui coupe un arbre, il y a la transaction pécuniaire, c'est-à-dire on doit te verbaliser, oui, tu dois payer de l'argent. On dit celui qui coupe un arbre, tu peux payer de l'argent, on peut t'emprisonner aussi. Et on dit il faut sensibiliser les gens.
Mais pourquoi ne pas le faire? Parce qu'à ce que je connaisse par rapport aux eaux de forêt, à l'assainissement, une fois il y a des délits, on dresse un procès verbal. Et on peut même, selon la gravité, envoyer ce procès verbal avec des conclusions avant jugement au niveau du tribunal. Donc c'est dire que et la peine pécuniaire et la peine d'emprisonnement peuvent être appliquées. Mais si on le fait, moi je pense que ça pourra permettre à certains quand même brebis galeuses de revenir. Sur le chemin. Et à l'État, souvent pour faire des nouveaux quartiers, pour construire des infrastructures routières, on abat des arbres. L'État a sa responsabilité. On peut faire passer le tracé vraiment d'une route, ça n'est pas abattre les arbres. Et je le dis en connaissance de cause. Il y a certaines cités, agences de cession immobilière, qui ont été érigées à Bamako, à la place vraiment de certaines formations végétales qui ont été carrément détruites. Alors que ces formations végétales étaient constituées le poumon de Bamako. Le poumon, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il n'y a pas de poumon à Bamako. Le poumon de Bamako, c'est la forêt de la Faya et la forêt vraiment de Momandeng. On n'a aucune formation digne de ce nom de 4, 5 ou 10 hectares qui permettent au moins de purifier l'atmosphère au niveau de Bamako. Et nous avons la pollution à Bamako. Et la pollution de l'atmosphère et la pollution sonore. Il y a toutes formes de pollution à Bamako. Donc il faut que l'État aussi s'assume. Et quelque part, avec notre système de gouvernance, la décentralisation qui est irréversible, les collectivités doivent s'assumer. Et le privé doit aussi s'assumer. Et les citoyens doivent s'assumer. Parce que si tu trouves quelqu'un en train d'abattre un arbre, quelqu'un en train de déverser des choses dans les caniveaux, mais tu peux carrément le dénoncer. Mais malheureusement, nous avons un poids social qui ne nous permet pas aussi d'aller dans ce sens-là. Mais pourtant, je pense qu'il faut que nous changions de comportement. Oui. Lors du micro-trottoir, c'est ce que la jeune dame disait. Elle disait qu'on ne peut pas accuser une personne pour avoir jeté des déchets. Sinon, on va te demander est-ce que ça t'appartient. Alors que c'est pour nous tous. Absolument. Un dernier mot, M. Touré? Moi, mon dernier mot, c'est d'abord remercier TV Alafia pour cet effort, j'allais dire cette prise de conscience pour les défis environnementaux, à telle enseigne que vous êtes en train d'organiser des émissions dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre de l'animation, dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'information, afin que les gens soient respectueux vraiment de l'environnement. Et au niveau de ce studio, où je vois Mère Nature, la mer, c'est la base de l'humanité. C'est clair. La nature, c'est aussi la base de l'humanité. Car la terre fait partie de la nature. La terre, c'est notre mère nourricière. L'eau fait partie de la nature. Pas d'eau, pas de vie. Sans eau, pas de vie. Et je pense très honnêtement que vous êtes beaucoup à encourager. Et je souhaite quand même que cette émission, l'impact soit au-delà des 4 murs de ces studios. Et que chaque Malien, chaque Malienne, nous allons interpeller les autorités. Les autorités, c'est bien le gouvernement, c'est bien les collectivités, c'est bien les privés, c'est bien les citoyens lambda, que chacun puisse prendre conscience. Conscience vraiment de l'environnement. Et j'ai dit au Mali, certainement on n'a pas plus de 113 à 114 forêts classées. Mais quel est aujourd'hui l'état?
si ces forêts-là jouent leur rôle. Donc il est souhaitable que nous prenions tous conscience, que nous fédérons nos énergies, nos idées, et surtout qu'on pose des actes qui vont dans le sens de pouvoir léguer quand même un environnement sain aux futures générations. Et vous savez, je vais me permettre de dire qu'au niveau du fleuve Niger, et principalement au niveau de la population des poissons, et dans les temps, on était à 172 espèces qui vivent dans le fleuve Niger, de poissons. Mais aujourd'hui, je doute fort si on a une cinquantaine d'espèces de poissons qui vivent. La faune, elle est décimée. Alors qu'on avait même les grands mammifères au niveau de nos forêts, au niveau de notre réserve de biosphère de la boucle de Baoulé. On regarde des défrichements, des feux de brousse, du braconnage, et aussi du fait que la population a occupé les niches écologiques. Ces animaux sont en train d'aller ailleurs. Donc, que nous prenons conscience, je pense qu'on a plus tous intérêt. Sinon, comme j'ai dit, nous allons en pâtir. Nous allons vraiment en pâtir. Il faut vraiment que l'ensemble de ces différents acteurs, on conjugue nos efforts. Ne disons pas que l'État, nous sommes un élément de l'État. C'est la base. L'État est là pour les populations. Donc c'est les populations qui doivent soutenir l'État. Et quand tu protèges ton environnement, je te prends l'exemple d'un village. Mais s'ils protègent les forêts villageoises, là, mais ils ne le font pas pour l'État. Les premiers bénéficiaires, c'est qui? C'est eux-mêmes. Donc, moi, je pense qu'il s'agit tout simplement, quand tu balayes ta cour et ta porte là, devant ta porte là, mais tu ne le fais pas pour l'État. C'est pour ton bien-être. Donc, en ce moment, je pense qu'il faut qu'on dépasse l'éducation environnementale au niveau du primaire. Et aux responsables qui sont chargés de la question, de voir un autre mécanisme, faire l'état des lieux, l'évaluation de ces programmes, et voir comment est-ce qu'on peut changer de paradigme. Sinon, vraiment, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses ont été dites, mais quel est vraiment l'impact attendu? Et donc, mon dernier mot, c'est une fois de plus exhorter les uns et les autres à prendre conscience de la protection vraiment de l'environnement, de la promotion de la qualité vraiment de l'environnement. Parce que sans ça, et même la longévité, on aura des problèmes. Parce que l'environnement, comme j'ai dit, c'est une question de santé publique. Donc il faut que nous apprenions nous-mêmes à s'entretenir. Parce que autant le corps humain, tu l'entretiens, tous les matins tu te laves, tu fais ta pommade, tu te vêtis. Mais l'environnement aussi, c'est la même chose. Il faut l'entretenir, il faut le protéger. Donc c'est mon dernier mot que je voulais quand même dire et remercier une fois de plus TV Alafia, tout en formulant le vœu que ce ne soit pas la dernière émission que nous allons faire ensemble, et pour pouvoir apporter notre modeste contribution au changement de comportement, notre modeste contribution et à aider l'État. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis là en qualité de consultant indépendant, expert en changement climatique. Et donc nous concourons, nous apportons notre petite contribution pour le bien-être et aider aussi TV Alafia pour atteindre ses objectifs à travers ce programme vraiment environnemental. Merci beaucoup à M. Alassane Touré. L'éducation environnementale est bien plus qu'un enseignement, c'est une nécessité pour soutenir le Mali dans son développement durable. Si les défis sont nombreux, les opportunités le sont tout autant. Moi, je crois qu'en impliquant les citoyens, en sensibilisant les jeunes,
nous pouvons faire de l'environnement une priorité partagée. Voilà, merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Alafia TV. Pour rappel, nous avions M. Alassane Touré, il est expert en changement climatique. Merci beaucoup.